et tous. Alors, on va continuer avec ce troisième thème, une intervention à deux voix. Donc, on a convenu que je commencerai sur une thématique. Donc, quand on a monté l'intersyndicale, pardon, c'est le Ropito, les fissures. Quand on a monté l'intersyndicale il y a 5 ans maintenant, on avait comme un des objectifs principaux, c'était de démonter l'imposture sociale du Front National en particulier, enfin de l'extrême droite plus largement. Et au sein de cette imposture sociale, il y a aussi une imposture féministe. Donc voilà, ça sera la partie de mon propos, la teneur de mon propos pour cette première partie. Donc, il ne vous a pas échappé que depuis 2010, Marine Le Pen a donc remplacé son père à la tête du Front National, rebaptisé depuis Rassemblement National, et ça a eu une incidence sur l'électorat féminin, qui était majoritairement réfractaire à voter pour le père et qui hésite un petit peu moins à voter pour la fille. Alors, est-ce que mettre une femme à la tête d'un parti, ça en fait forcément un parti féministe ? La question est rhétorique, je pense que vous avez la réponse comme moi. Donc je vous propose qu'on regarde un petit peu ce que dit ce parti sur différentes thématiques qui touchent aux droits des femmes. Alors déjà, pourquoi s'intéresser à l'électorat féminin ? Eh bien parce qu'il y a eu des études là-dessus, et notamment ce qu'on appelle le gender gap, c'est-à-dire que les femmes et les hommes ne votent pas exactement de la même façon. Par exemple, en 80, si seules les femmes avaient voté, c'est certainement Giscard qui serait repassé. En revanche, en 2002, on aurait eu une probable victoire de Jospin sur Chirac. Et en 2007, une victoire de Ségolène Royal. Donc on a un électorat féminin qui était un petit peu conservateur, puis finalement qui était plutôt devenu un bastion de gauche. Donc je parle de la France, mais il y avait des choses comme ça, c'est sur l'élection en Autriche, des choses intéressantes sur l'électorat, sur le vote des femmes. Et notamment une opposition à la virilisation de la politique, voilà. Malheureusement, il y a une troisième évolution en France qui est plus inquiétante, avec donc l'arrivée de Marine Le Pen. Le Front National, par exemple, entre 2002 et 2012, il a gagné un contingent supplémentaire de 500 000 électeurs, mais de 1 million d'électrices en parallèle. Donc il y a une vraie évolution inquiétante. Les femmes sont de plus en plus nombreuses, notamment dans les milieux populaires, mais pas seulement, à voter pour Marine Le Pen. Alors, effectivement, c'est pas parce qu'elle est femme qu'elle est devenue, qu'elle a pris la tête du parti, c'est déjà parce que c'est plutôt l'héritière de Jean-Marie Le Pen. Mais le fait d'être une femme, ça a quand même joué dans la banalisation du parti, notamment parce que ça donne une image plus polissée, plus lissée du discours. Et puis elle fait exprès de mettre en avant son statut de femme active, de femme moderne, qui vit en famille recomposée, etc. Alors, très très vite, parce que là aussi on pourrait passer de longues minutes à tout décrypter, et notamment ce qui est intéressant de regarder, c'est l'évolution du discours sur plusieurs thèmes. Je vous propose qu'on s'arrête rapidement sur ce que dit le Front National ou Rassemblement National sur le travail des femmes. Alors effectivement, on n'est plus dans la caricature où le Front National voulait renvoyer les femmes à la maison, mais on a quand même encore en 2012 le salaire parental qui est dans le programme du Front National, ce qui est assez hypocrite parce que 98% des congés parentaux, je crois, sont pris par des femmes. Et puis quand Marine Le Pen était dans les médias, le naturel revenait au galop et elle parlait bien sûr de femmes au foyer et de salaire maternel, mais avec un discours qui peut effectivement toucher les femmes, notamment en période de crise, puisqu'elle insistait sur le fait que les femmes sont les premières victimes de la précarité, quelles sont les variables d'ajustement pour toute une série de multinationales, etc. Donc des discours qui peuvent être proches de ceux qu'on peut tenir aussi dans le cadre syndical. J'ai pas du tout regardé à quelle heure j'avais démarré. Alors, ce qui est clair, en 2017, il n'y a plus de référence du tout au salaire parental dans le programme du Front National, mais il y a une opposition au partage du congé parental. Donc ça, c'est quand même aussi assez significatif, parce que c'est bien en partageant le congé parental que les hommes le prendraient davantage, bien évidemment. Et toujours avec la rhétorique chère au Front National de mettre la liberté, il ne faut pas toucher à la liberté des couples, non, on n'impose pas.
Quelque chose qui est très, en parlant des politiques familiales aussi du Front National, ce sont évidemment des politiques natalistes. Il s'agit de faire des enfants, mais des enfants français bien sûr, pour préserver le capital démographique. En 2012, on peut dire par exemple, il va sans dire qu'un pays en bonne santé est un pays qui fait des enfants. Donc voilà, on voit bien le rôle des femmes quand même. Et toute une série également, je ne détaille pas, de préférences nationales dans l'attribution des aides et des allocations familiales. Alors en matière de droits des femmes, je vais prendre deux thèmes. Le premier, c'est celui de l'avortement. Donc pendant très longtemps, le Front National a envisagé de le dérembourser, en introduisant cette fameuse expression détestable d'IVG de confort, qui est démentie par les faits. Les femmes n'avortent pas par confort. Et puis là aussi, en renversant la rhétorique et en parlant, en revendiquant pour les femmes la liberté de ne pas avorter, comme si on obligeait les femmes à le faire. Et un discours culpabilisant aussi pour les femmes, c'est-à-dire on leur dit, sur la base d'arguments financiers, les avortements ça coûte cher, alors pensez un petit peu aux chômeurs, aux personnes âgées qui n'arrivent pas à se soigner, les dépenses de santé, il faut les réserver à ces gens-là et pas à vous. Sur ce plan, sur le thème de l'avortement, il y a quand même eu une évolution sensible du discours de Marine Le Pen, vers une position au moins, un affichage au moins plus ouvert, on va dire, plus moderne. Et en 2016, des tensions également avec sa nièce. Et ça, c'était quand même assez intéressant, en 2015 même. C'était au moment de la campagne pour les régionales, et donc Marion Maréchal avait annoncé que si elle était élue en PACA, elle supprimerait les subventions aux planning familiales et puis également aux associations LGBT d'ailleurs. Et sa tante avait répliqué, il y avait eu une petite guéguerre par médias interposés, que cette mesure n'était pas du tout à l'ordre du jour dans les projets du Front National. Alors est-ce que c'est des vraies divergences de fond entre les deux femmes? Est-ce que c'est plutôt une sorte de stratégie pour faire du buzz, pour faire parler du Front National? En tout cas, ce qui est révélateur, c'est de voir comment Marine Le Pen avait clos ce débat avec sa nièce à propos de l'avortement, donc en disant que les Français, ce débat finalement était lunaire, et que les Français avaient autre chose à faire que de parler de bisbilles. Voilà. Donc on voit bien à quel niveau elle situe les droits des femmes. Un autre sujet, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors du point de vue du Front National et de Marine Le Pen, quand elles sont dénoncées, c'est toujours sous l'angle ethnique. Comme si le sexisme et les violences, c'était un petit peu une survivance archaïque qui serait limitée à certains groupes, à certaines religions, suivez mon regard bien sûr. Déjà en 2010, elle avait déclaré « Dans certains quartiers, il ne fait pas bon être femme, ni homosexuel, ni juif, ni même français ou blanc. » Donc ça m'a un peu surpris à l'époque, mais en fait c'est pas si étonnant que ça, parce qu'elle prenait la défense de groupes que son parti stigmatisait habituellement, surtout à cette époque-là où elle commençait à émerger. Mais en fait, qu'est-ce qui est ciblé derrière? Ce sont les musulmans. Et donc, mais ça, je crois que Marion, tu développeras un petit peu, c'est tout ce qu'on appelle cette théorie de fémonationalisme qui sert à instrumentaliser le féminisme pour servir de paravent à l'islamophobie. Mais c'est au point que les viols sont présentés non pas comme des actes de domination et de violence sexiste et sexuelle, mais comme des crimes de racisme anti-blanche. Voilà. Alors, de la même façon... sur les violences, un petit mot encore, on n'a pas du tout quasiment pas entendu Marine Le Pen suite à MeToo et à toutes ces femmes qui témoignaient. Il y a juste un moment où il y a un membre du Front National qui a été impliqué dans une histoire de violence conjugale, et donc Marine Le Pen, au lieu de parler de violence systémique, etc., de domination masculine, non, pas du tout. Elle a dit qu'elle ne voulait pas se mêler de séparation, d'histoire de séparation qui se passe mal. Voilà comment elle parle de violence faites aux femmes. Même chose aussi par rapport aux homosexuels et à la lutte contre les LGBT-phobie. Alors au moment du mariage pour tous et de la mal nommée mariage pour tous, le Front National a été assez habile, il ne s'est pas vraiment positionné officiellement. Marine Le Pen, elle donne volontiers d'elle une image assez gay-friendly. Il y a eu plusieurs fois des candidats ouvertement homosexuels à différentes élections du Front National.
Elle-même, elle n'a jamais participé au Manif pour tous, mais en revanche, sa nièce et puis des riches également, eux, ils s'y montraient bien volontiers. Et quand on creuse un petit peu, là aussi, il y a un bon nombre de candidats au Front National aux élections municipales de 2014 qui avaient signé la fameuse charte de la Manif pour tous. De même, quand il s'agit de toutes les questions de famille, alors là, déjà quand on parle d'homosexuels, en général c'est le mec, c'est pas, voilà, les lesbiennes, ça n'existe pas. Mais tout ce qui est famille, là, l'homoparentalité, tout ça, c'est pas acceptable. Et tout ce qui est revendication d'égalité des droits, notamment de la part des personnes LGBT, c'est renvoyé toujours à ce qu'ils appellent l'égalitarisme, de revendication d'égalité des droits, voire le communautarisme. En matière de parité, c'est intéressant aussi de regarder ce que le SN dit de la parité. Et bien, la parité, elle est contraire à la méritocratie. C'est-à-dire que quand on est femme, finalement, on mérite notre sous-représentation en politique. Donc, elle dit on accède à tel ou tel poste par son mérite et pas en raison de ses spécificités. Il faut aussi voir, quand on regarde à plusieurs auditions, ce qu'on appelle les régionales et les européennes, il y a plusieurs candidates nationales qui se sont élues par des élus nationales, des femmes, qui ont été débarquées. Alors sous peut-être de raisons de santé, ou de voilà, des choses comme ça. Mais en fait, à chaque fois, c'est par ailleurs une question qui a été remplacée, donc c'est des stratégies de contournement de la loi sur la parité. Et puis, ce qui est assez drôle aussi, c'est la façon dont Marine Le Pen parle de la diversité politique, de diversité et de parité. Selon elle, ça fait partie d'une idéologie différentialiste et multiculturelle qui n'est qu'une forme de racisme inversé. Et je vous le donne en mille, qui sont les victimes de tout ça? Les hommes blancs hétérosexuels, c'est vrai que c'est d'eux qu'il faut s'occuper en priorité. Alors, est-ce qu'on a un programme féministe ou un programme féminin? Alors c'est vrai, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, au moment de la campagne de la présidentielle, Marine Le Pen elle a carrément sorti un 4 pages en couleur, papier glacé et tout, très people, où elle se présentait vraiment, elle se plaçait vraiment du côté des femmes. Là, c'était vraiment l'électorat féminin qui était ciblé. Donc elle se présentait comme une mère qui sait ce que c'est d'élever des enfants toute seule, qui sait ce que c'est de travailler aussi quand on est une femme, les 35 heures on ne connaît pas, etc., etc. Et alors, quelque chose qui vaut aussi son pesant de cacahuètes, c'est une femme porte un regard particulier sur la vie. Cette perception permet de trouver un juste équilibre entre l'exercice de l'autorité, alors là, je sais pas, peut-être par rapport au mec de son parti qui avait besoin de dessin, et le souci de protection et de compréhension des situations. Cette sensibilité féminine amène à mieux percevoir la justice, faire la part entre le tolérable et l'impardonnable, et peut-être incline davantage à la défense des plus faibles. Voilà. Donc là, c'est même plus l'imposture sociale, je sais pas comment on appelle ça, mais elle, la Châtelaine de Montretout, parce qu'elle est femme, elle serait plus apte à défendre les faibles. Voilà. Dans le programme 2017, le mot femme, il est quand même une seule fois sur les 20 pages. Voilà. Alors, avant de laisser la parole à Marion, je voulais quand même... oui, alors ce qu'il faut regarder aussi, c'est les votes, et notamment les votes au Parlement européen, des députés d'extrême droite, en particulier du Front National, parce que régulièrement, il y a des rapports qui sont présentés, qui sont souvent non contraignants d'ailleurs pour les États, mais des rapports qui sont présentés sur les thématiques de l'égalité. À chaque fois, ils votent contre. Hein. Ils votent contre l'accès des femmes à la contraception et à l'avortement, contre l'éducation sexuelle, contre la promotion des emplois de qualité, contre l'égalité d'accès pour les femmes, contre la mise en place de plans d'action nationaux contre les violences, etc., etc. Et même pour simplement dire à l'école, aux enfants, aux petits élèves qu'un métier, l'égalité de valeur entre les métiers féminins et masculins, même ça, ils votent contre. Quoi. Enfin, voilà. Alors, il y a d'autres impostures féministes, ou féminines, je ne sais pas comment on peut dire, qui sont un petit peu en marge, mais qui sont bien dans l'extrême droite aussi, donc je voulais on en entend peut-être moins parler, mais je voulais quand même les évoquer rapidement, et notamment tout un tas de groupuscules qui ont un peu émergé à l'occasion de la Manif pour tous. Ce qui les rassemble, ce qu'on trouve en commun dans tous ces groupuscules, c'est une conception essentialiste, c'est-à-dire que les femmes, on a un rôle social qui nous serait assigné uniquement par le biais de la biologie, si vous voulez. On est déterminé par notre biologie, c'est-à-dire qu'on est forcément des épouses et des mères. Alors on a eu
le fait aussi, ils ont la manif pour tous, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour défendre la famille, qui était soi-disant super attaquée par le mariage pour tous. Ils ont mis des femmes en avant. Hein. Voilà, donc il y a Christine Boudin, Brigitte Bardot, Ludovine de la Rochère, Béatrice Bourges, Farida Bellou. Voilà, une belle brochette de femmes là aussi. Un truc dont vous avez pu entendre parler, c'est le cercle fraternité, qui est très très proche du Front National. Donc il faut affirmer la valeur de la femme. Voilà. Moi, la femme, je ne sais pas ce que c'est. Je connais les femmes, mais la femme, je ne sais pas ce que c'est. La femme comme mère et actrice de la vie sociale et économique, avec aussi la famille rempart pour la nation. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de voir comment ils arrivent à récupérer des thématiques antilibérales. Par exemple, ils disent la famille, c'est le lieu de la gratuité par excellence, c'est donc un rempart contre l'ultralibéralisme où tout est marchand. Alors évidemment, s'il se passe là-dedans, c'est pour mieux refuser après la PMA, etc. C'est en disant que la PMA, c'est aussi la marchandisation, etc. Et puis bien sûr, politique nataliste liée à la lutte contre l'immigration, bien sûr, et réaffirmer les droits des femmes face aux pressions de l'islamisme, parce que c'est vrai que c'est la seule menace. Voilà. Il y a tout un courant aussi qui se prétend alter-féministe. Ça, c'est un mot qui est apparu dans les années 2010, qui a été repris par pas mal de médias conservateurs, par exemple Nouvelle de France, qui parlait de la féminité responsable. La féminité responsable pourrait faire beaucoup de bien à notre monde de brutes, imberbes et efféminées, si elle dépassait le simple cadre de la famille et se manifestait par exemple au sein d'œuvres de charité ou via l'implication dans la vie de la cité. Voilà, donc les femmes actrices, mais sur le domaine de la charité. Mais enfin, il y a quand même aussi toutes des tentatives de modernisation, hein, les marches pour la vie, ces fameuses marches qui sont plutôt des marches de mort, mais bon. Les marches pour la vie, ils mettent depuis quelques années toujours en avant des jeunes femmes, avec un look un peu moderne, un look un peu branché. Et puis un discours qui se construit sur, au lieu de se focaliser sur la rivalité entre les sexes, comme si le féminisme c'était la rivalité entre les sexes, ça c'est l'image caricaturale, l'alterféminisme propose le chemin de la complémentarité. Alors ça c'est le mot magique. Hein. La complémentarité, ça veut dire que tous les hommes seraient selon un tel schéma, entreraient dans le même schéma, toutes les femmes dans le même schéma, puis que les deux schémas seraient complémentaires. Voilà. Donc réaffirmer les spécificités des femmes et cette complémentarité, bien sûr, elle est féconde, parce que ça, c'est toujours derrière, si on est un homme plus un homme, ou une femme plus une femme, on ne peut pas être parent, hein, il y a toujours ça aussi derrière qu'on retrouve. Mais ce qui est nouveau, c'est quand même, par rapport à d'autres discours plus traditionnels, c'est une revendication d'une capacité à agir des femmes. Ça, c'est quand même assez nouveau dans ces discours de droite. On pourrait citer aussi la soirée Oser le féminisme intégral qui avait eu lieu en novembre 2017, organisée par la revue Limite, avec Marianne Durano, Eugénie Bastier, la sexologue Thérèse Arbaud ou Natacha Polony. Et donc là, une attaque en règle contre le féminisme, en disant que le féminisme, ça enferme les femmes dans un statut de victime, etc. Bref. Mais si on reprend leur manifeste pour le féminisme intégral, on tombe quand même sans surprise sur des revendications qui concernent la maternité. Hein. Donc voilà, la modernité, il ne faut pas se tromper non plus. Alors très rapidement, 2-3 autres groupuscules, les cariatides. Alors là, on est carrément, on pourrait l'intervention, on pourrait rattacher à l'intervention sur la fachosphère là, parce que c'est des déclinaisons féminines de certains groupes. Donc les cariatides, elles ont les liens avec les jeunesses nationalistes et l'œuvre française. Elles se situent dans le combat nationaliste, elles le disent comme ça. Nous militons avec féminité pour la vie, pour la famille, pour l'enfance, pour l'ordre moral, pour l'ordre naturel. Et là, je vous le cite quand même intégralement également. Pour constituer une famille, il faut un père, une mère, un travail. Et l'ensemble, non mais c'est pas fini. Et l'ensemble des familles forment la communauté nationale. Tout ça est résumé dans la devise travail, famille, patrie. Voilà, c'est dit, hein, sans contexte. Voilà. Et puis ça justifie aussi, comme on a des biologies différentes, ça justifie aussi qu'on ait des salaires différents. C'est tout, clairement. Voilà. Alors, du côté des identitaires, il y avait un groupe qui s'appelait Belle et Rebelle aussi, donc là aussi, c'est la civilisation européenne a créé la femme libre et l'a toujours défendue, mon œil. Enfin bon. Vous nous voulez jeunes et jolies, nous serons belles et rebelles, donc voilà, une forme de modernité quand même. Mais il y a un autre groupe qui me paraît un petit peu plus inquiétant, c'est les Antigones.
Donc les Antigones, elles ont un discours qui est plus construit, qui est plus habilement tourné et qui peut séduire des jeunes femmes, notamment par exemple dans des cercles dédiés au développement personnel, des choses comme ça. Alors elles se disent également, non pas femmes, mais filles de nos pères, épouses de nos maris et mères de nos fils. Voilà. Je pense qu'on n'a pas de filles d'ailleurs. Et elles font explicitement référence à la nature et à tous les mythes différentialistes. Donc la féminité, c'est notre nature cohérente et profonde, etc. Nous avons une sensibilité différente et donc des moyens d'action différents de ceux des hommes. Là aussi, on retrouve la complémentarité, l'altérité féconde, etc., etc. Mais ce qui est un peu dangereux aussi dans leur discours, c'est qu'elles se situent dans une forme d'écologie féminine et de critique du libéralisme là aussi et de la société de consommation. Et là, ça peut effectivement attirer quand même pas mal de jeunes femmes. Donc il s'agit de soustraire le corps du marché, et notamment avec des cosmétiques et des produits de soins qu'on fait soi-même à la maison. Et puis ça débouche aussi sur une espèce d'éthique de la sexualité avec un retour aux méthodes de contraception naturelles. Parce que ces méthodes naturelles favoriseraient l'autonomie, seraient non invasives pour les femmes, seraient plus respectueuses de leur corps, etc. Donc, on a parlé ce matin du discours anti-vaccin, là ça rejoint, on dénonce le poids des industries pharmaceutiques dans la contraception chimique, et on s'oppose bien sûr à toute technique procréative, mais ça, moi j'ai déjà entendu des écolos dire des choses très limites de ce genre-là aussi. L'homme n'est pas une matière disponible pour les expérimentations sociétales ou anthropologiques, voilà, hein, c'est-à-dire la PMA, la PMA, ça serait ça serait pas mieux que les OGM finalement. Voilà, il y a un peu ces raccourcis-là. Voilà, donc juste une petite, une fausse conclusion puisque tu vas poursuivre. Juste parce que moi je me plaçais sur le terrain du décryptage et que toi tu vas plutôt peut-être aller sur celui des luttes. En matière de décryptage, donc montrer qu'en fait il y a peut-être des éléments de modernité, mais que c'est vraiment du ripollinage de façade, quoi. Il y a toujours des liens forts avec de nombreuses composantes de la droite et de l'extrême droite, depuis les intégristes religieux jusqu'aux identitaires, et toujours rechercher aussi les différences, mais enfin ça c'est valable pour tous les thèmes, hein, dans la lutte contre l'extrême droite, contre l'imposture sociale aussi, les différences et les incohérences entre le programme, entre le discours à géométrie variable en fonction du public, les lapsus révélateurs, hein, salaire parental ou salaire maternel, des choses comme ça, les mensonges bien sûr, et puis les voix discordantes du parti aussi, entre la nièce et la tante, même si c'est plus ou moins orchestré, c'est à dénoncer, et ça c'est, voilà, on a parlé de comment outiller, comment argumenter, voilà. En tout cas, moi, juste la petite conclusion que j'ai envie de tirer, c'est que décidément, les extrêmes droites sont toujours du côté des dominants et donc pas du côté des droits des femmes. Moi, je vais enchaîner plutôt sur un élément qu'elle a évoqué pour détailler un peu sur les nouvelles perspectives de l'extrême droite, et notamment qui consiste à dire que ceux qui attaquent les droits des femmes sont forcément les étrangers, et quand on dit étrangers, forcément les musulmans, parce que forcément les musulmans. Après, j'aborderai rapidement les différentes attaques qu'il y a pu avoir en France et en Europe, et surtout on discutera sur les ripostes et sur les luttes. C'est ce qu'on a évoqué, le fait d'utiliser le fait de dire que ceux qui attaquent les droits des femmes sont des étrangers, c'est ce qu'on appelle le fémonationalisme. Je vais prendre un exemple pour l'expliciter. Vous avez dû entendre parler des 516 plaintes qu'il y a eu lors de la nuit de la Saint-Sylvestre à Cologne en Allemagne. Alors, je vais faire un postulat départ, voilà, il y a bien eu des plaintes, il y a bien eu des agressions sexuelles, il y a bien eu des viols, et oui, il y a des viols dans les milieux festifs. Je ne remets absolument pas en question ça. Ce que je veux évoquer, c'est surtout l'interrogation et ce qui a été, comment ça a été instrumentalisé. C'est-à-dire que ça a été utilisé par la droite et l'extrême droite pour dire que forcément les viols et les agressions sexuelles étaient faits uniquement par des étrangers et forcément des musulmans. Et surtout en France, il y a eu une extraordinaire mobilisation et une dénonciation de ces violences-là, alors que je rappelle quand même qu'il y a 62 000 femmes, oui, qui sont violées tous les ans en France, et que là maintenant on bat les records, hein, c'est-à-dire qu'on a une femme sur deux qui meurt tous les 2 jours, voilà, ce qui est quand même énorme. Donc du coup il y a eu une asymétrie dans
dans la prise en compte de ces violences, et notamment qui était de dire d'être un féministe de circonstance, de dire que on pouvait être... alors attendez, je me suis perdue complètement dans mes notes. Ce qui m'a gênée et ce qui m'a insupporté dans cette dénonciation, c'est pas qu'on dénonce les viols qu'il y a pu avoir, c'est surtout de dire qu'il n'existe pas de viol par des hommes blancs. Et que, en gros, là, la seule dénonciation était à des fins racistes. Et du coup, ça a été utilisé, et surtout, ça a fait le jeu de l'extrême droite en Europe, et notamment en Allemagne, qui a vu ses scores augmenter. Mais c'est pas nouveau, c'est-à-dire que ça traverse aussi le mouvement féministe, et c'est là où c'est dangereux. Je rappellerai juste l'exemple de Ni pute ni soumise. La structuration de Ni pute ni soumise avait pu avoir des intérêts, sauf que du coup, ils ont changé les termes, justement, pour focaliser les violences que sur une population. C'est-à-dire, on parlait de tournantes. Sauf que les tournantes, c'est quoi? C'est des viols collectifs et ça a toujours existé. Et c'est pas forcément les jeunes de banlieue uniquement qui font des viols collectifs, ça a toujours existé en France. Et là, c'est vraiment comment on peut utiliser ça des fins racistes. Et malheureusement, il y a un certain nombre de féministes qui tombent dans le panneau et qui continuent à utiliser ces thèses-là aussi. Sur les attaques récentes en France et en Europe, moi je voulais évoquer les stratégies de la théorie du genre. Vous avez tous entendu parler de la théorie du genre, la pseudo-théorie du genre. Là où je voulais insister, c'est qu'en fait, c'est pas qu'un cas français. C'est-à-dire que depuis les années 90, ce mouvement-là, il structure au niveau européen avec des groupes qui ont énormément de pouvoir. Et on verra après dans les ripostes, nous on n'arrive pas à riposter et à construire, c'est-à-dire qu'on a toujours un train de retard. Et notamment, la théorie du genre, elle vise quoi? Simplement les luttes féministes, et notamment toutes les lois qu'il y a pu avoir un peu progressistes sur l'avortement, les droits sexuels, l'éducation à la sexualité, ou le mariage pour les personnes de même sexe, et l'ouverture à l'homoparentalité. Là, en France, la manif pour tous, ça a cristallisé ça, mais il faut voir aussi que c'est intéressant parce que leur stratégie, elle a changé. C'est-à-dire que même si pendant les débats et les manifestations pour la manif pour tous, on a eu des vrais dérapages homophobes, des vraies violences homophobes, ils n'ont pas attaqué ça comme ça au départ. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de lisser leur discours en disant non, on n'est pas forcément homophobe, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est le bien-être des enfants. Et du coup, ils ont changé ça, notamment aussi en reprenant, et ça c'est intéressant, toute l'iconographie qu'il y a pu avoir des affiches de mai 68 ou des mouvements féministes, justement pour brouiller les pistes, en disant non, mais nous, on n'est pas homophobes, vous pouvez faire ce que vous voulez de votre vie. Vraiment, c'est plutôt les enfants qui nous intéressent. Et ils ont réussi à brouiller un certain nombre de choses et à avancer en se disant on va pas attaquer tout de suite parce que l'opinion publique a l'air d'être un peu favorable à l'homosexualité, donc on va pas les attaquer comme ça. On va vraiment attaquer par un autre biais. Et ça a déstabilisé, je pense, un certain nombre d'associations LGBT et féministes dans comment on réagit, parce qu'ils arrivent à changer leur discours et on arrive un peu moins à réagir à temps. Ce mouvement-là, je l'ai dit, il est transnational et international, et généralement, il regroupe des associations de familles, des groupes anti-avortement, des conservateurs religieux, ça toujours, et des mouvements d'extrême droite. Et ça, c'est assez intéressant parce que dans tous les pays où on a eu des montées des partis d'extrême droite, et ben, la théorie du genre a été implantée, et ces groupes-là ont utilisé les attaques des droits des femmes et des minorités sexuelles, justement, pour faire le jeu de l'extrême droite. Je viendrai sur un point, c'est le cyberharcèlement. On a parlé des réseaux sociaux. Sauf que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en ce moment, les cyberharcèlements, elles vivent en priorité les femmes et les féministes, avec des choses extrêmement graves, des appels au viol, des menaces, du harcèlement. Je prendrai deux exemples sur Mégane Kamel, qui est une militante féministe et antifasciste, qui a dénoncé les dessins du dessinateur Marceau, qui est un dessinateur d'extrême droite. Je suis contente parce que maintenant, même le milieu de gauche et d'extrême gauche dit que c'est un dessinateur d'extrême droite, parce que quand au départ on le dénonçait, tout le monde disait non, mais c'est de la liberté d'expression, vous exagérez toujours un peu les féministes. Bon voilà, maintenant c'est sympa, tout le monde dit que c'est un antisémite, donc ça fait plaisir, le travail avance. Par contre, du coup, il a harcelé Mégane Kamel, et du coup, il a surtout envoyé tous ses trolls, et notamment ses trolls d'extrême droite. Faut savoir que sa page, elle était suivie par 272 000 personnes, et que du coup, il a lancé ces attaques-là, et qu'elle a reçu plus de 1500 messages de haine. Il a été condamné le 18 janvier 2019 pour incitation à la haine, menace, intimidation. Ça, c'est
plutôt assez chouette, sauf qu'il continue et que le 12 février, il a relancé une attaque contre cette militante féministe et anti-fasciste. Donc j'invite d'ailleurs, si vous avez l'occasion, de les soutenir, parce qu'elles se sentent un peu seules et que du coup les attaques sont un peu violentes. Et les agissements de Marceau, c'est un peu comme la Ligue du LOL, vous en avez entendu parler, ça fait... voilà. Qui apporte une preuve que en fait c'est pas un harcèlement de ligne, enfin un harcèlement en ligne par des trolls qui sont désœuvrés, qui s'emmerdent dans leur canapé. C'est absolument pas ça. C'est une stratégie qui est concertée, qui attaque délibérément des femmes et qui sont à la fois féministes et antiracistes. C'est pas innocent non plus, et c'est une vraie guerre qui est déclarée sur les réseaux sociaux. Dans le même ordre d'idée, le cyberharcèlement, je sais pas si vous connaissez le site jeuxvideo.com. Donc, malheureusement, c'est pas un site d'extrême droite, c'est le premier site de jeux vidéo en France. Sauf que, en fait, ce réseau-là, l'extrême droite s'est implantée. Et du coup, il y a 2 militantes qui avaient lancé une implication à un numéro contre les relous et le harcèlement de rue. Et en fait, Blabla 1825, voilà, qui est tenu par des membres de l'extrême droite, ont organisé une saturation en ligne. Donc, elles ont reçu 20 000 messages de haine qui ont été obligés ils ont été obligés d'arrêter cette application-là parce que ce n'est pas possible. Et surtout, ils sont allés extrêmement loin, c'est-à-dire qu'elles ont été menacées, toujours de viol, toujours de toute façon, menacées de mort. Et Nadia Dame, qui est journaliste à Europe 1, qui a fait un sujet là-dessus, en fait, elle a eu menace de mort, menace sur son enfant, menace de viol et tentative d'intrusion à son domicile en pleine nuit. Et voilà, donc ça, c'est vraiment toutes les stratégies d'extrême droite sur les réseaux sociaux et on voit qui elles ciblent. J'accélère. L'intérêt aussi, c'était de voir quelle riposte féministe et quel lien avec l'antifascisme. En fait, c'est assez compliqué d'identifier les ripostes féministes, notamment en Europe et en France, pour plusieurs raisons. C'est qu'en fait, comme les formes du fascisme ont changé, elles brouillent les cartes dans les luttes féministes et homosexuelles. Parce que, notamment, comme on l'a dit, maintenant, ces partis d'extrême droite, pour se faire une vitrine, sont allés chercher des femmes et des homosexuels. Notamment pour dire, c'est un peu le même principe, hein, vous savez, vous avez un copain noir, donc vous n'êtes pas raciste. Bah là, c'est un peu pareil, hein, vous n'êtes pas misogyne, vous n'êtes pas antiféministe, parce que vous avez des femmes et des homos dans votre parti, donc vous inquiétez pas, on est progressiste. Sauf que ça a aussi aidé à ce qu'on ait du mal à identifier une riposte dans nos discours et dans nos revendications face à l'extrême droite. Le deuxième chose qui est un petit peu compliquée dans la riposte féministe et de la coordonnée, c'est qu'en fait, il n'y a plus de dimension internationaliste de la lutte féministe. C'est-à-dire que, autant au début du XXe siècle, on avait des organisations qui arrivaient à fédérer, là on n'a plus rien. On arrive à fédérer, à s'organiser quand il y a toujours en riposte. Pour l'Espagne ou la Pologne, la remise en question du droit à l'avortement, on a réussi à faire une riposte européenne. Quand il y a eu l'arrivée de Trump aux États-Unis, on a réussi à faire une mobilisation et à converger entre plusieurs luttes. Sauf que ça, on arrive ponctuellement, mais on n'arrive pas à construire quelque chose dans la durée. Je vais prendre deux exemples, parce que j'en enlève un. C'est la mobilisation des femmes en Italie. Vous avez peut-être vu les militantes de Pas une de moins, qui est un mouvement qui a été fondé en 2016 justement en riposte à l'extrême droite et à leur arrivée au pouvoir. Et il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui est en train de se former au niveau de l'Italie et notamment de la fédération de collectifs de femmes en Italie et elles-mêmes des luttes qui sont assez impressionnantes dont on ne parle pas assez. Pareil pour l'Andalousie, pas un pas en arrière, c'est les femmes aussi qui se sont mobilisées lors de l'investiture du nouveau président du Parlement andalou et qui ont réuni énormément de femmes partout dans les villes en Andalousie et qui ont réussi à fédérer 140 collectifs de femmes, ce qui est c'est énorme. Voilà, donc c'est important de le montrer, je passe vite parce qu'on n'a plus le temps. J'ai parlé de la Hongrie, où la Hongrie, le mouvement de contestation qui secoue le pays, en fait, il est à l'initiative des femmes et c'est assez impressionnant parce que la Hongrie, c'est le pays de l'Union européenne où les femmes sont le plus sous-représentées au Parlement, dans les syndicats ou dans les partis politiques. Et là, les luttes contre le nouveau gouvernement, il est fait par des femmes. Et je donnerai juste un petit exemple, c'est quand même que dans une toute petite ville de Hongrie, c'est une lycéenne de 16 ans
qui lance la mobilisation et qui a quand même réussi à mettre 1000 personnes en riposte à ce gouvernement-là dans une rue qui n'avait pas connu de mobilisation. Assez intéressant quand même de le montrer. Et en gros, concrètement, la lutte contre l'extrême droite en Hongrie, c'est les femmes qui sont en tête. Pour finir, pour qu'on ait un peu de temps sur le débat, l'idée c'était aussi de voir quelle alliance il pouvait y avoir entre le féminisme et la lutte contre l'antifascisme. Alors c'est un vaste débat. Je suis d'accord que je vais essayer de résumer. On a l'habitude de dire qu'on voit assez rapidement qu'il y a des similitudes et des convergences qu'il faut avoir entre l'antifascisme et le féminisme, notamment parce que tout ce qu'on vient de dire, c'est quand même, on est attaqué les premières et du coup, ça a un lien de structuré. On sait aussi, en tout cas moi, je considère que c'est pas parce que le capitalisme on gagnera contre le capitalisme que nous aurons l'égalité des droits, que c'est de lutte, voilà, qu'il faut mener les deux luttes ensemble. Et pour l'antifascisme, c'est pareil. Par contre, ça veut aussi dire pour moi qu'il faut repenser plusieurs choses. La question du virilisme, on sait aussi que la lutte antifasciste, il y a peu de femmes, c'est pas pour rien. Ça pose aussi la question de repenser la question de la violence, c'est-à-dire que la violence, elle n'est pas que l'apanage des hommes, que du coup, il faut aussi interroger cette violence-là et déconstruire aussi le fait qu'en tant que femme, on ne peut pas être aussi dans une posture d'autodéfense. Ça pose aussi la question que souvent les mouvements antifascistes se revendiquent antisexistes, alors c'est important. La lutte contre les stéréotypes de genre, c'est primordial et c'est la base. C'est pas suffisant par contre. Ça veut dire qu'il faut avoir une vision globale des attaques faites aux femmes et donc du coup élargir à pas que l'antisexisme. Ça veut aussi dire que les militants syndicaux, politiques et antifascistes sont pas en dehors du monde. C'est-à-dire que dans nos rangs, nous avons des auteurs de violence. Nous avons des misogynes, nous avons des homophobes, nous avons des sexistes et que du coup, il faut qu'on fasse le ménage d'abord chez nous et que du coup, ça nécessite aussi qu'il y ait une riposte collective quand il y a un moment donné, on a des militants qui dépassent la ligne, et ben c'est dehors parce que du coup, c'est pas acceptable, on porte des valeurs et donc du coup, il faut aussi qu'on puisse les mettre en place. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en gros, pour finir, féministes et antifascistes, pour moi, ils sont intrinsèquement, ils vont ensemble, ils sont pas en opposition. Par contre, ça nécessite de revoir aussi et de s'interroger sur ce que j'ai dit, la violence, le fait qu'il y ait un nombre de femmes qui soit pas extrêmement important dans les sphères militantes antifascistes, il faut qu'on se réinterroge là-dessus. Voilà, je vais arrêter là.